aussi. Anas, je crois que le couple mixte, c'est quelque chose qui vous concerne totalement, absolument et quotidiennement, parce que vous êtes effectivement marié avec une femme qui est d'origine française. Comme moi d'ailleurs, Voilà. mais peut-être un peu, de manière un peu plus lointaine. Voilà. Et vous-même, vous êtes Alors moi, je suis français et d'origine tunisienne. Tunisienne, d'accord, ok. Alors, vous allez peut-être... n'hésitez pas à me reprendre. Vous savez, des fois, on fait des amalgames dans les mots origine, culture, etc. Enfin voilà, c'est un sujet un peu touchy. Des fois, on n'utilise pas le bon mot, etc. Donc, vous n'hésitez pas à me reprendre s'il le faut. Voilà, c'est des choses sur lesquelles moi, je maîtrise pas forcément totalement le sujet. Donc, je peux avoir des paroles qui peuvent ne pas être totalement justes. Je peux pas poser forcément le bon mot. Vous n'hésitez pas, si besoin. Donc, l'enjeu, c'est qu'il y a 15 jours de ça, on a reçu Mina, qui était née au Maroc, qui était arrivée donc là elle était effectivement d'origine marocaine, qui était arrivée très jeune en France et qui était mariée avec une personne d'origine française. Et on a eu un témoignage d'une femme en fait sur ce couple mixte. Et aujourd'hui l'enjeu c'est d'avoir un point de vue masculin. L'idée c'est de savoir si vous avez rencontré dans cette rencontre sur des... Alors c'est quoi? Dites-moi. Culture, origine, mixte, quel mot j'utilise en fait? Par rapport au fait que vous soyez c'est origine, donc oui, origine. On va utiliser le mot origine. Origine. Ok, d'origine différente. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés et est-ce que ça s'est présenté dès le début de la rencontre ou est-ce que c'est venu ensuite? Oui, des difficultés, je dirais pas des difficultés au sens où on ne se comprenait pas. D'abord, on s'est rencontrés jeunes, au moment où on était étudiants. Oui. Et en fait, au moment de cette rencontre, en réalité, effectivement, assez rapidement, je dirais que ma femme oui. avait assez rapidement, je dirais, compris un petit peu une partie de la culture méditerranéenne au sens large. D'accord. Elle était plutôt ouverte par rapport à ça. Je dirais que ses parents, par ailleurs, parce que c'est ses parents et l'entourage, au départ, étaient ouverts, même s'ils n'avaient pas forcément une connaissance fine de cette double culture. C'est-à-dire qu'on était français, donc on arrivait facilement à échanger, en fait, tout simplement, parce que moi, je suis français, donc en fait, il n'y avait pas forcément de difficultés sur les échanges. Oui. Par contre, au fil de l'eau, forcément, il y avait un certain nombre de questions qui allaient émerger durant nos échanges. Et en fait, entre nous, je dirais que les choses se sont plutôt passées naturellement au départ. D'accord. Et ensuite, par contre, avec les parents, effectivement, il y avait un certain nombre de questions ou d'incompréhensions sur un certain nombre de sujets très culturels. Voilà. D'accord. Les parents, les vôtres ou les siens? Alors, dans un premier temps, quand on s'est connus, je ne les ai pas présentés à mes parents. D'accord. Au départ, parce que on va dire que culturellement, chez nos parents, chez les personnes plutôt, les parents plutôt âgés de l'époque, il n'y avait pas forcément cette facilité à les présenter quelqu'un qui était d'une autre culture en plus. Voilà. Alors, je vous coupe Anas parce que c'est intéressant, ce qui c'est ressorti aussi sur le témoignage de Mina il y a 15 jours de ça, c'était de dire qu'à un moment donné, moi j'ai trouvé sur Internet, j'appelle ça des capsules en fait, j'extrais des vidéos, des interviews, des choses comme ça, et là c'était une interview qui datait de 1971 dans les rues françaises, et on interviewait les gens donc d'origine française sur le couple mixte. Et alors c'était extrêmement fermé, on n'était pas du tout là où on en est aujourd'hui, bien sûr, c'est normal, la culture a évolué beaucoup là-dessus, enfin les opinions, etc. Et avec Mina, on avait noté effectivement le fait qu'elle, d'origine marocaine, ça n'était pas que les personnes d'origine française qui étaient pas forcément très ouvertes au couple mixte, mais aussi les personnes d'origine marocaine ou tunisienne, etc., eux-mêmes avaient du mal à intégrer le couple mixte avec une personne d'origine française. Voilà, on avait vu que c'était dans les deux... Voilà, alors très souvent, alors peut-être un peu moins aujourd'hui, parce que c'est des Français, on est de plusieurs générations, mais à mon époque, effectivement, c'était quand même quelque chose de compliqué. D'aller se présenter avec une personne qui n'était pas forcément de la même culture. Et d'ailleurs, les difficultés qu'on a rencontrées, en réalité, je dirais, au départ, c'était vraiment au moment du mariage. D'accord. Parce qu'on s'est mariés. Oui.
et que, on va dire que ça a été plusieurs questions. La question, elle était le projet de vie au départ. Parce qu'effectivement, on était conscient que la mixité, elle pouvait poser des problèmes à un moment donné, non pas quand on vit en couple, mais quand on a des enfants. Oui. Alors, vous avez tellement de choses à dire que c'est passionnant, je pense, de discuter avec vous de ce sujet-là. Mais si je me permets juste de revenir un petit peu en amont du mariage, il y a la rencontre. Et entre la rencontre et le mariage, est-ce que votre famille rencontre votre ami Non. qui est devenu... Non. Et en fait, on la rencontre quand on passe aux fiançailles. D'accord. C'est pour ça que je vous disais, j'ai tout de suite sauté au mariage. Ouais. Mais alors attendez, il la rencontre au moment des fiançailles. Ça veut dire que jusqu'aux fiançailles, c'est une relation qui n'est pas connue de votre côté, au niveau de votre famille. Qui est suggérée, mais pas connue. D'accord. Quelles étaient vos appréhensions ? Moi, j'en avais aucune. C'était plutôt... moi, j'avais pas de problème. Par contre, c'était plus les freins, les obstacles qu'on pouvait rencontrer de l'autre côté, et notamment de mes parents, au sens large, parce que finalement, à mon époque, moi j'ai plus de 40 ans, c'était pas quelque chose de très... Il y avait de la mixité, moins qu'aujourd'hui. Oui, c'est ça, Et donc, on était dans les premiers, enfin en tout cas, on va dire peut-être la deuxième vague, à vraiment connaître les mariages mixtes. Et mais du coup, alors, vous m'excusez, mais je vous coupe, parce que j'ai envie de creuser un tout petit peu, mais bien sûr, vous savez, on en a discuté en amont de l'émission, que si vous ne voulez pas aller là où je vous emmène, vous n'y allez pas, bien sûr. Mais si vous n'avez pas présenté votre ami à l'époque, c'est que vous aviez peur du rejet de la part de votre famille ? Pas nécessairement, parce que moi j'ai toujours eu l'idée que j'allais me marier avec une femme qui était pas forcément d'origine maghrébine. D'accord. J'ai toujours eu ça en toi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a toujours été le cas. Donc moi j'étais assez convaincu de mon choix en fait. La question c'était comment le faire accepter. Et donc c'était pas forcément très, parce que les traits culturels ils sont très marqués. Voilà, c'était écrit qu'on allait se marier quelque part un petit peu entre Marocains, entre Tunisiens, voire même... parce que parfois même, les personnes qui allaient... Déjà, la notion du mariage, des fois, elle est forcément elle peut être problématique. Mais que si on se marie, déjà les mariages, on va dire... au sein des familles maghrébines, parfois poser des difficultés. Un peu moins aujourd'hui, mais sans poser. Et alors, imaginez quand on était avec quelqu'un qui n'était pas de la même culture d'origine. Voilà. Avec tout le passé de nos parents qui pensaient déjà à l'époque qu'ils allaient rentrer dans leur pays d'origine. Voilà. Donc tout ça, en fait, c'était compliqué de savoir... déjà, il fallait être convaincu soi-même. Pour se dire, c'est pour ça que je disais que c'est pas tant l'amour entre le couple simplement qui allait prendre le dessus, c'est qu'il y avait quand même une certaine raison qui était là en disant, mais attends, et si demain, et après moi j'avais quand même un peu, on avait conscience un peu de ça. Ok, mais on est bien d'accord, Anas, qui est la peur du rejet de la part de votre famille, et que c'est ça finalement qui fait que vous n'allez pas jusqu'au moment des fiançailles présenter votre... c'est pas la notion... Je savais qu'il n'allait pas avoir de rejet de notre côté. Par contre, il y avait des tensions. D'accord. C'était plutôt pour éviter des tensions. De grosses tensions. D'accord. D'accord. Hassan, je vois que vous réagissez. Est-ce que vous avez envie de prendre la parole sur... Oui, merci. Alors, d'abord, moi, je participe parce qu'en fait, j'ai beaucoup de couples d'amis qui sont des couples mixtes. Et je suis admiratif de ces couples, je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, ce que je veux rectifier, parce que c'est quelque chose qu'on voit depuis longtemps comme des a priori. D'accord. Moi, je suis marié avec quelqu'un de mon origine. D'accord ? Parce que c'est un choix. Mais je peux vous dire que ma mère n'a pas vu, parce que j'ai perdu mon père il y a longtemps, ma mère n'a pas vu ma femme de la même origine, enfin ma future femme de l'époque de la même origine, avant que ce soit sérieux et au moment des fiançailles. Donc en fait, je pense que le sujet de ne pas le présenter à des familles maghrébines très traditionnalistes, relativement pieuses, avec des valeurs... Et pas complètement, je dis pas qu'il n'y a pas un petit peu, mais moi, elle n'était pas française de souche, elle était d'origine algérienne. Je ne l'ai pas présentée à ma mère. D'accord. On se fréquentait, mais je ne l'ai pas présentée avant que ce soit sérieux. Donc le sujet, il n'est pas, à mon avis, complètement lié à la différence d'origine. C'est mon point de vue. Oui, mais tout à fait, mais c'est ça. Et moi, j'ai essayé de creuser parce que je ne comprenais pas en fait l'enjeu de ne pas présenter au niveau des fiançailles. Mais je comprends, il y a quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, à l'époque. Du sérieux, de l'engagement. Ça peut pas être... si c'est une parmi d'autres, alors on n'est pas intéressé. C'est ça. Et ça, dans toutes les cultures, c'était à l'époque. Mais pourquoi on ne présente pas avant, en général? Parce que culturellement et cultuellement,
il n'y a pas de relation avant le mariage. De relation, on va dire, de fréquentation. Oui. Même si les choses évoluent aujourd'hui. Donc, si vous voulez, c'est aussi toute cette pudeur culturelle. Tout à fait. Qui, en fait, qui continue d'ailleurs, et qui n'est pas forcément une tare, en fait, en tant que telle. Hein. C'est juste une autre approche de la relation. C'est ça. Et quelque part, parfois... d'une certaine manière, qui est un peu décriée aujourd'hui, mais qui est une façon aussi de vivre les choses et la relation. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on est tellement à l'opposé aujourd'hui de la manière de vivre le couple, où on se met en couple très rapidement, c'est très naturel d'aller voir la famille, de présenter aux amis, de se mettre en ménage très rapidement. Enfin, on est vraiment dans cette, entre guillemets, modernité du couple, qui a ses plus et qui a ses moins. Moi, c'était bien d'en discuter. J'en avais oublié qu'à l'époque, il y avait une autre manière d'appréhender le couple, où effectivement, on faisait les choses vraiment avec beaucoup plus de lenteur. On prenait le temps de se connaître, on prenait le temps de savoir si on avait envie de faire un bout de chemin. Et après, effectivement, la famille venait après tout ça. Mais il y avait d'abord... Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu tout mélangé. Ok, d'accord. Donc, du coup, on arrive au moment des fiançailles, du mariage. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, la première chose, c'était les fiançailles. Oui. Donc là, c'était la découverte entre les deux familles. Et comme je vous dis, en fait, dans ma famille, mon beau-frère est une personne qui a été adoptée. Donc, il y avait une ouverture d'esprit du côté de ma famille. Donc, ça a facilité les relations. C'est plutôt très bien passé. Et après, par contre, le point, quelque part, un peu de complexité, ça a été le mariage. Pourquoi ? Parce que... mais avant le mariage, quand on se marie, c'est un projet de vie. C'est pas simplement le fait d'une union administrative, c'est un projet de vie. Et donc, quand on fait ce projet de vie, on se pose la question de ce qu'on veut faire ensemble. Et donc, on voit les sujets arriver, en fait. Et les sujets, ils sont culturels. Ils peuvent être cultuels. Dans notre cas, ils étaient les deux. Est-ce que vous pouvez mettre une explication derrière cultuelle ? Cultuelle, c'est-à-dire religieuse. Ok. Pourquoi ? Parce que, effectivement, moi, je suis culturellement tunisien et aussi de religion musulmane. Oui. Et donc, naturellement, il y a dans la religion musulmane aussi un certain nombre des pratiques culturelles. Et il faut il faut en discuter, il faut les accepter. Oui. Et je pense qu'un des enjeux dans les couples mixtes, il est ici. Oui. Alors, on va creuser un petit peu au niveau du culte donc musulman. Et donc là, vous dites cet enjeu cultuel, c'est quoi ? Vous pouvez le détailler un petit peu ? C'est sûr. Alors, typiquement, d'abord, en islam, on ne boit pas d'alcool, par exemple. Donc ça aussi, c'est des choses parfois de la vie du quotidien. On ne boit pas d'alcool. Il faut être d'accord sur l'éducation, justement, aussi qu'on veut donner aux enfants. C'est le fait de manger en partie de la viande halal, c'est d'avoir aussi une spiritualité dans ses objectifs de vie. Et en fait, tout ça, si vous voulez, c'est pas forcément partagé. Et c'est là où il peut y avoir, à un moment donné, des certaines complexités. Et c'est là où, en fait, il faut beaucoup en parler avant. En tout cas, nous, on en a beaucoup parlé. Et il faut partager ces objectifs-là. Parce que quand on arrive ensuite dans les faits de tous les jours, on se retrouve confronté. Absolument. Alors, quand on n'est qu'un couple, ça va. Mais quand on est avec des enfants, ça se complexifie. Parce qu'on ne va pas être d'accord. Parler d'éducation, justement, avec, justement, sur typiquement, la relation avant mariage, par exemple. Typiquement, c'est des questions qui se posent. Et qu'il n'y a pas les mêmes points de vue, il n'y a pas les mêmes approches, il n'y a pas la même éducation. En tout cas, au départ. Et pour le mariage, ça s'est crispé parce que typiquement, c'est là où avec les familles, c'était un peu compliqué puisque la famille de ma femme voyait, typiquement, mon beau-père avait réservé une bonne bouteille de vin qu'il avait acheté depuis très longtemps, qu'il avait prévu pour son mariage. Et on se retrouve et on dit, en fait, le jour de notre mariage, il n'y a pas d'alcool sur les tables. Parce que nous, en fait, culturellement et cultuellement, moi, ça ne m'aurait pas posé de problème. Mais globalement, ça pouvait... c'était compliqué. Et donc, il y a eu des tensions vis-à-vis de ça. D'accord. Et donc là, il a fallu débattre, discuter, trouver des zones d'arrangement. Et en fait, ça s'est conclu par... en fait, ils ont ouvert je n'étais même pas au courant pour information, mais c'est pas grave. Moi, personnellement, ça me dérangeait pas. Il y a eu un bar qui a été ouvert. En fait, un des invités a venu avec sa caravane et on a ouvert un bar. Il y a eu un vin d'honneur à côté. Donc, en fait, il y a eu des arrangements qui ont permis d'apaiser tout et on a passé une excellente soirée. On était 350, c'était super, tout le monde était ravi. D'accord, super, c'est chouette. Et alors, c'était les prémices, effectivement. En tout cas, c'était
un exemple de ce que vous alliez certainement devoir vivre après. Exactement. Voilà, des arrangements, des compromis, de mettre un équilibre entre ce que moi je souhaite, ce que toi tu souhaites, et voilà. Et vous pensez que c'est de manière plus poussée qu'un couple, entre guillemets, qui aurait les mêmes origines culturelles ou qui partagerait les mêmes, le même culte. Est-ce qu'un couple, c'est pas finalement fait en permanence d'arrangements, Si, parce que en fait, cette partie culturelle, c'était un sujet, mais culturellement parlant, à un moment donné, quand on se marie aussi avec les familles, même si on vit seul. Donc en fait, on vit aussi les contradictions de ces familles. Ouais. Et là, on voit avec le temps, en fait, s'opposer des pratiques culturelles. Et là, il y a des tensions qui naissent aussi. Parce que, en fait, quelque part, chaque famille subit la façon de fonctionner des autres familles. Tout à fait. Et c'est là où, en fait, le couple doit apprendre à grandir et un petit peu à poser des limites. Moi, j'ai posé des limites assez rapidement, où, en fait, les choses étaient claires, en fait, parce que ça peut être dans toute famille, d'ailleurs, je pense, dans tout couple, ça peut être des sources de complexité, mais là, disons que c'est décuplé. Oui. Alors, quand des gens ont de même origine, il peut y avoir des tensions entre les familles, parce qu'elles ne sont pas d'accord sur un certain nombre de sujets, mais quand on est sur, en plus, cette couche culturelle différente, il peut y avoir des choses qui peuvent advenir. Et en fait, assez rapidement, on peut être amené à critiquer la façon de fonctionner de l'autre famille et de l'autre. Oui. Sur des traits culturels, c'est même pas l'aspect, je dirais, du quotidien, ou pas sur le comportement humain, c'est culturel, quoi. C'est, je sais pas... Par exemple, vous êtes en retard. Voilà, ce qui peut être effectivement un sujet qui peut revenir, mais c'est un sujet qui peut poser des problèmes à un moment donné, qui peut poser des petites tensions. Voilà, et ça peut être amené à poser des difficultés du quotidien, quelque chose de gentil, mais ça peut aller plus loin. Voilà. Ça peut aller plus loin parce qu'il y a des personnes, si on n'est pas ouvert d'un côté comme de l'autre, c'est sûr qu'à un moment donné, vous pouvez avoir un certain nombre de tensions qui peuvent naître. Et alors, du coup, un sujet pour aller au niveau du culte, par exemple, moi, Mina, qui témoignait il y a 15 jours, avait trouvé, entre guillemets, je mets le mot compromis, alors chacun met le mot qu'il veut, arrangement, etc. Au niveau de... Ils fêtaient les fêtes chrétiennes et ils fêtaient les fêtes musulmanes ensemble, et ils avaient trouvé ce fonctionnement-là. Ils étaient respectueux des deux aspects religieux au niveau des fêtes. Est-ce que vous gérez comment, par exemple, les fêtes chrétiennes et musulmanes ? Alors, nous, on est exactement pareil. On n'a aucun problème. D'ailleurs, moi, je suis content de fêter toutes les fêtes. On est tous contents de le faire. Et je trouve que c'est une vraie ouverture. Après, chacun dans son univers quand même. Parce que malgré tout... Voilà, c'est quand je suis dans l'univers de la belle famille, c'est l'univers de la belle famille. Quand je suis dans ma famille, c'est l'univers de ma famille. Et c'est important de se respecter de ce point de vue-là. Et de s'inviter aussi, parce qu'effectivement, c'est ce qui permet d'échanger. Je sais qu'il y a des familles qui ont quelques tensions par rapport à ces éléments-là, parce qu'il y a toujours une culture qui essaye de dominer l'autre parfois. Et je pense que c'est là où ça peut être un peu compliqué. C'est-à-dire que... Quand vous dites la culture, c'est pas la culture, mais c'est la personne avec son culte ou sa culture qui veut dominer l'autre personne dans le couple. Alors, pas forcément dans le couple. Ça peut. Oui. Ça peut. Oui. Parce que pour vous, quelle culture voudrait dominer quelle culture ? Est-ce que vous dites qu'il y a toujours une culture qui veut dominer une autre culture ? Ça serait... Non, nous, c'est plutôt une richesse de l'autre. Nous, d'abord, on est Français, donc on vit comme des Français du quotidien. Et après, par contre, il y a des petits... c'est plutôt parfois dans les échanges qu'on peut avoir de certains comportements, etc. Moi, ma femme, j'ai une chance, c'est qu'elle a compris très vite la culture tunisienne. Et moi, je vois les couples qui sont mixtes, qui n'ont pas compris parfois cette culture. Quand je dis comprendre, c'est vraiment l'avoir ressenti et de comprendre ses forces et de comprendre parfois ses biais. Et c'est dans les biais en fait que parfois il y a les tensions. Et si en fait on l'a pas compris, on comprend pas un certain nombre de par exemple dans la culture maghrébine et tunisienne en particulier, il y a beaucoup de sous-entendus dans les échanges. Si vous comprenez pas ça, des fois il y a des choses qui se passent que vous ne comprenez pas. Et bien ça, il faut les détecter. Et moi, ce que j'ai souvent fait, c'est que j'ai décortiqué, je lui ai expliqué comment ça fonctionnait. Elle a compris. Du coup, quand il se passe un certain nombre de choses, ça se passe dans le regard, ça se passe dans un mot, ça se passe dans un sous-entendu.
Ben en fait, du coup, elle a compris cet univers. Elle a appris un peu la langue, le dialecte. Elle a compris, voilà. Donc, elle a rapidement... C'est pas parce que... Et par contre, c'est pas parce qu'elle a compris que parfois, il n'y a pas à un moment donné un ras-le-bol de certains traits culturels. Bien sûr, mais indéniablement, forcément. Donc, nous, on n'a pas vécu, au contraire, on n'a pas vécu le rapport de force entre l'une et l'autre des cultures, même si parfois... Je dirais que voilà, il y a des petits raccourcis qui se font. Ouais. Mais au contraire, c'est plutôt une force de faire vivre les deux. Voilà. Je suis très heureux. Nous, c'est comme ça d'ailleurs qu'on éduque nos enfants. Oui. Ils sont français. Ouais. Ils ont une culture, une double culture tunisienne. Et voilà, avec aussi cette obédience religieuse, on va dire aussi musulmane. Et à tel point que, pour vous dire, ma femme me reproche aujourd'hui de ne pas avoir suffisamment appris le dialecte à mes enfants tunisiens. D'accord. Okay. Voilà, parce que c'est une richesse pour eux. D'accord. Et du coup, alors, une question qui est intéressante, moi, qui m'interpelle, sur justement le sujet du culte et de la religion dans un couple mixte. Comment ça se décide par rapport aux enfants ? Comment vous avez décidé ensemble ? Alors, moi, ma femme, pour être tout à fait transparent, elle a embrassé l'islam il y a très longtemps. D'accord. Mais c'était son choix. C'est pas un choix... Avant que vous vous rencontriez ? Avant qu'on se rencontre. Avant que vous vous rencontriez. Et elle n'était pas complètement... voilà, elle se posait un certain nombre de questions. Elle était chrétienne au départ, et puis finalement, elle a embrassé l'islam. Et en fait, c'est vrai, pour des choses, en tout cas dans notre cas, ça a facilité quand même un certain nombre d'échanges. Ouais. Ça a facilité un certain nombre d'échanges. Mais même... Et bien que parfois... C'est pour ça que je dis que même si vous partagez cette obédience, il y a quand même, comment dire, la culture et la façon dont vous avez été éduqué, parfois remonte à la surface. Alors, pas que parfois, je pense que c'est sous-jacent. C'est sous-jacent, et c'est même parfois plus fort. Mais bien sûr, c'est très inconscient, mais c'est présent. Et c'est très inconscient. Ouais, c'est présent. Et donc, ça crée parfois des tensions, parce que vous ne voyez pas les choses du même prisme. Bien sûr. Et donc, à des moments, je ne sais pas... Pour être dans vous avez appris à être très carré, très voilà, et d'un autre côté, des moments où vous dites tiens, on peut mettre un peu de détente dans les situations. Là, vous êtes confronté et vous abordez pas le sujet de la même manière, notamment quand on parle de l'éducation des enfants. Oui. Voilà. Donc il y a par exemple, parfois on peut se dire, par exemple en islam, on va faire confiance dans l'inconnu. Dans l'autre cas, c'est plus la raison qui prend le dessus. Même si vous êtes rationnel, parfois vous dites je vais quand même je vais laisser cette part. Sauf que quand vous arrivez, il y a choc, parce que ce qui remonte à la surface, c'est la raison contre faire confiance à l'inconnu. Oui. Et là, vous vous entrechoquez. Et là, vous êtes et là, c'est difficile parce que vous avez une discussion sur un qui dit mais attends, mais tu peux te calmer parce que là-dessus, t'es pas obligé de tout maîtriser de A à Z. Oui. Là, on est sur deux individualités. On est avec deux fonctionnements de manière. Il y a la fonctionnalité, il y a le fonctionnement de la personne, mais on voit que c'est exacerbé par les traits culturels, la façon dont on a été éduqué culturellement. Oui. D'accord. Alors, je vous l'avais dit, c'est à la fois... vous avez un discours qui est extrêmement riche. Je pense qu'on a un très peu de temps pour aborder le sujet. Donc, on est vraiment, je vous l'avais dit, très en superficie. On pourrait, sur chaque sujet qu'on a abordé, on pourrait descendre vraiment beaucoup plus en profondeur. Et ça serait extrêmement riche, ça serait hyper intéressant. Bon, on n'a pas vraiment le temps, mais c'est magique. Notre échange est absolument divin. Merci beaucoup. Au niveau des enfants, donc, effectivement... vous avez fait le choix de leur proposer une religion. Vous n'avez pas dit ils choisiront quand ils seront plus grands, etc. Il y a un sujet hyper... Ah non, parce que vous m'avez dit... Alors, votre femme, finalement, est chrétienne ou elle est devenue musulmane ? Non, la femme, elle est d'obédience musulmane. D'accord. Après, les enfants, vous savez, quand vous les éduquez par rapport à ce que vous dites, en fait, bien évidemment, vous leur transmettez les valeurs et la culture et également le culte. Mais à un moment donné, même dans l'aspect religieux, les enfants font leur choix. À un certain âge. Oui, tout à fait, bien sûr. Nous, notre responsabilité qui est donnée, c'est de les éduquer dans le champ à la fois de la raison et également de ce savoir-là. Et après, c'est eux qui font leur chemin. Voilà, tout à fait. Vous n'en êtes pas responsable. On est bien L'essentiel, c'est de les avoir, de rapporter ce que vous pensez être bon pour eux. Au départ, et effectivement, après, chacun fait son chemin et eux, ils cheminent avec ce que vous leur avez donné et ce qu'ils ont envie de devenir aussi. En fait, je vous ai posé cette question parce que effectivement, vous m'avez dit que votre femme était convertie, c'est ça ?
C'est ça. Voilà, donc effectivement, là, ça ne se pose plus la question au niveau des enfants. Par rapport à Mina, qui, la dernière fois, témoignait, et ils avaient choisi de laisser la liberté aux enfants. Ils n'avaient rien imposé au départ, ni au niveau de la religion chrétienne, ni la religion musulmane. Et en fait, ils sont restés très neutres sur ce sujet-là, même sur les enfants en bas âge et quand ils ont évolué. Aujourd'hui, voilà, ils feront leur chemin avec ces deux cultures et ces deux religions dans lesquelles ils ont baigné enfants. Ok. Si vous deviez trouver le point d'achoppement le plus difficile par rapport à ça, à cette mixité dans votre couple, ça a été quoi? Ou c'est peut-être encore quoi? Je pense que c'est beaucoup autour des enfants, non pas dans l'éducation qu'on peut leur apporter, mais dans leur confrontation à la société. Parce qu'en fait, le point, il ne vient pas de notre éducation, il vient du quotidien qu'ils rencontrent dans la société. D'accord. En fait, eux, ils se retrouvent confrontés aux questions sur lesquelles on essaie de les préparer. Que ce soit sur les relations avec leurs copains, leurs copines, que ce soit dans la relation avec effectivement l'alcool, que ce soit la relation avec la drogue, que ce soit la relation dans la société au quotidien. Et en fait, c'est là où ils expérimentent. Et c'est là où il y a des erreurs. Et ils font leur expérience. Oui, tout à fait. Et c'est là où c'est compliqué parce que c'est là où en fait vous n'avez pas la réponse. Parce que vous êtes pris en étau entre ce que vous leur avez donné comme éducation et la vraie vie. Oui. Mais ça, je crois que c'est le plus difficile finalement pour tous les couples, c'est la parentalité. Mais c'est pas en lien avec la mixité là, c'est pas en lien avec la mixité. Si, parce que en fait, à un moment donné, remonte à la surface ce que vous avez vécu vous-même. D'accord. Et donc vous vous dites, comment je fais pour dire à mon enfant que ce n'est pas bien d'aller dans une direction, alors que vous, peut-être que vous l'avez emprunté. Là, vous êtes en contradiction avec vous-même. Et donc, se dit, comment je traite ce sujet-là? Et là, vous avez des points de vue un peu différents. C'est-à-dire, où est-ce que je mets la frontière? D'accord. Et c'est là où, en fait, la mixité, elle peut... Parce que c'est là où, culturellement, quand bien même vous partagez la même religion, la culture, vous dites, mais est-ce que c'était si grave que ça d'avoir vécu telle expérience? D'accord. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Comment j'aborde le sujet? Et là, vous pouvez avoir des tensions. Parce que là, vous pouvez, par exemple, moi, sur un certain sujet, avoir une position très ferme. Et de l'autre côté, une position beaucoup plus souple. Et c'est pas lié. Et pourtant, on partage la même francité, la même religion. Mais là, c'est même pas lié à une question de personnalité, c'est vraiment une question... Et là, on voit la culture, c'est la culture plutôt, d'origine qu'on a reçue, tout à fait. Qui remonte et qui dit, non, moi, ça, oui, mais toi, tu l'as vécu. Oui, mais moi, c'était pas pareil. Et donc là, vous rentrez dans des discussions qui sont compliquées. Mais finalement, c'est une question que je me pose. J'ai pas la réponse, mais je me dis, mais est-ce que vous rencontrez au travers, par exemple, de deux cultures différentes? Parce que, voilà... un pays du Maghreb, un pays, la France, mais est-ce que finalement la culture, on prend, aujourd'hui tout est mélangé, il n'y a plus tellement, mais on prend des personnes qui viennent du nord de la France ou du sud de la France, c'est pareil. Il n'y a pas forcément les mêmes réactions au même moment, sur les mêmes choses, enfin vous voyez, il y a aussi, c'est culturel. Donc finalement, on se retrouve avec des difficultés qui, là c'est deux pays différents, mais on prendrait le nord de la France et le sud de la France, on a des difficultés dans le couple aussi, avec deux éducations, deux regards sur, vous voyez, alors peut-être pas exacerbé de la même manière, peut-être pas, je sais pas. Si, vous avez raison. Après, derrière, c'est ce qu'on vit. Vous avez raison. C'est expliqué. Moi, je dis souvent qu'on a une personnalité en millefeuille. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez vivre à Grenoble. Moi, aujourd'hui, je vis sur les hauteurs en montagne. Là, la mentalité à Grenoble, la mentalité en montagne, n'a rien à voir. C'est ça. Ensuite, vous dites entre quelqu'un qui vit à Grenoble, quelqu'un qui vit à Lyon, il n'a pas la même mentalité. Oui, tout à fait. Donc, vous êtes quelqu'un qui vit dans un quartier ou quelqu'un qui vit en dehors des quartiers, n'a pas la même... qui vit en centre-ville et quelqu'un qui vit dans les... n'a pas la même approche de la vie, le même prisme. Tout à fait. Et puis, même au niveau des classes sociales. Et au niveau des classes sociales. Vous avez une personne entre guillemets, ce qu'on appelle la classe ouvrière ou d'une classe bourgeoise n'aura pas la même culture, n'aura pas les mêmes manières d'appréhender un même événement. Absolument, parce vous n'avez qu'il y pas a le des même codes, prisme. parce que des valeurs qui évoluent. Tout à fait. Moi, j'ai grandi effectivement de manière plus populaire. Aujourd'hui, j'ai évolué en tant que cadre et j'ai vu que les codes n'étaient pas les mêmes. Les discussions, le cercle, etc. Même si je parle avec... j'ai eu cette chance de rencontrer effectivement culturellement
vraiment différentes personnes. Donc finalement, j'élabore ma pensée en même temps que je parle avec vous, parce que c'est un sujet que moi j'ai jamais vraiment abordé. Comme j'ai pas été dans un couple mixte, mais finalement c'est pas tant la culture qui serait problématique, en tout cas qui pourrait créer des tensions, mais plus la différence dans la religion. Puisque on voit que la culture, comme on dit, on est de tel endroit en France ou tel endroit, on est d'une classe ouvrière, d'une classe bourgeoise, la culture, les codes, les valeurs, les regards sur un événement sont différents. Par contre, là, c'est la religion. Non, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que c'est vrai et pas vrai. C'est ce qui nous est arrivé, c'est qu'en fait, à un moment donné, vous êtes confronté à une certaine situation où, à un moment donné, un événement se produit. Qu'est-ce que vous faites face à cet événement ? Mais si on a une grille de lecture du Coran ou de la Bible, vous voyez ce que j'ai dit ? Si la Bible nous édicte de nous comporter comme ça ou de regarder les choses de telle manière et que le Coran nous dit d'une telle manière, c'est là où ça vient se confronter. Vu que les cultures, on est différents, comme on dit, de Grenoble ou de Lyon, etc. C'est pas ça. Vous comprenez Oui, mais quand même, on est plus proche quand même entre Grenoble et le nord de la France qu'entre Grenoble et la culture, on va dire, d'origine, on va dire maghrébine. Pour moi, si vous voulez, c'est ça que je mets un peu, il faut bien dissocier effectivement ces différents points. Culturellement, vous avez quand même des éléments qui remontent à la surface, parce que malgré tout, le cultuel, souvent, est culturel. C'est-à-dire que certains sujets, pour être assez cash, par exemple, boire de l'alcool, pour certaines familles, c'est culturel. Donc, dire ne pas boire de l'alcool, c'est cultuel. Mais en fait, c'est devenu culturel. Donc, cette discussion qu'on a, elle est plus culturelle, elle est culturelle. Vous allez avoir des familles qui vont vivre cette tension, pour qui... c'est pour ça qu'en fait, il y a différentes façons de vivre le sujet. Elle est devenue culturelle, mais elle reste culturelle. C'est-à-dire que si on enlève la culture, il y aura toujours le culte derrière qui dit ne pas boire d'alcool. Oui, mais vous pouvez avoir on s'appuie toujours sur le culte, mais vous pouvez avoir des familles qui sont totalement... qui ne sont pas forcément pratiquantes et qui d'ailleurs peuvent devenir, qui peuvent être agnostiques, mais qui malgré tout sont touchés culturellement par certains traits cultuels. Et c'est là où peut-être qu'il y a des notions qui peuvent émerger. Voilà, il y en a qui sont. C'est pour ça qu'en fait il y a une telle diversité que vous allez avoir 1001 façons de vivre ces questions. Mais on est bien d'accord. Et vous allez avoir 1001 façons de résoudre le sujet. La vraie question, en fait, derrière, la vraie question, elle n'est pas de dire est-ce que la religion pose un problème. En fait, la vraie question, c'est quand vous êtes dans un couple, est-ce que vous partagez le même projet de vie ? Mais c'est ça. Est-ce que vous avez évolué ? Pour moi, il ne faut pas éluder ces questions. Il faut les poser. Et il faut être aligné dessus. Et ce qui est important, c'est que c'est le couple avec sa famille nucléaire, et ensuite il y a l'environnement. Et c'est là où c'est important. Parce que c'est des questions, effectivement, qui s'expérimentent avec le temps. Il y en a qui en prennent conscience avec le temps aussi, parce qu'il y a beaucoup de cas où, en fait, il y a des personnes qui ont pris conscience après coup que certains traits, ils avaient effacé certains traits culturels qui sont remontés à la surface, qui étaient d'ailleurs d'ordre culturel. Et qui remonte à la surface. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous avez 1001 façons. Moi, je n'ai pas ma vérité absolue. Je vous dis, moi, ce que j'ai vécu et ce que je pense être... Donc, il n'y a pas de bonne façon de faire. C'est juste que dans le couple, c'est tellement complexe. Il y a tellement de facettes. C'est pas que la religion est un problème. C'est est-ce que vous le partagez et il faut en parler. Tout à fait. Mais l'enjeu, effectivement, on est loin de dire que... et ce n'était pas du tout le prisme de l'entretien et de la manière d'aborder le sujet en disant la religion est un problème. Ce n'est pas du tout ça. C'est de dire de composer avec des croyances et des postures différentes par rapport à un même événement en lien justement avec le culte, soit chrétien, soit musulman, et comment on compose. Et effectivement, on compose avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'écoute, beaucoup de communication, du respect, de l'envie d'évoluer ensemble, de se tirer vers le haut, de construire quelque chose de... Voilà. Et ça part de deux individualités, ça part de deux postures personnelles. C'est pas la religion le problème, que ce soit chrétienne, musulmane, bouddhiste, machin, etc. C'est les individus, comment ils composent avec et comment ils se respectent chacun dans ses... voilà. Alors, ce que vous dites, c'est vrai. Et ce qui est très difficile dans la société d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des carcans qui sont posés et que c'est pas facile de les évoquer. Et qu'en effet, on peut être tout à fait... de deux obédiences et de cultures un peu différentes, et que ce qui est pas facile, c'est de pouvoir l'évoquer dans la société, parce qu'il y a ces carcans, voilà. Alors que potentiellement,
beaucoup de choses sont possibles. Oui. Si on regarde, parce que vous parlez des différences, les religions se sont entreconnues entre elles, et la réalité, c'est que souvent, on les oppose, et même dans les cultures. En fait, il y a eu beaucoup plus de mixité que ce qu'on imagine, et qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont vécu entre elles, des peuples qui ont vécu les uns avec les autres en paix, et qui ont appris à se connaître, qui se sont mélangés. Et cette mixité, elle existe de tout temps, elle n'existe pas d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et donc, elle a bien évolué. Sauf qu'à un moment donné, il faut trouver dans son temps, aujourd'hui en 2024, cette façon de lever un peu ces carcans, de pouvoir à un moment donné. Et c'est pour ça que je parle de l'importance du couple. C'est le couple qui donne le là par rapport à ce que lui pense être bon pour lui et pour ses propres enfants, s'ils ont ce projet d'avoir des enfants ensemble. Tout à fait. Et finalement, moi, c'est une discussion que j'avais hier avec une personne. C'était de dire à un moment donné, la société est ce qu'elle est, et elle est complexe. Il y a beaucoup, c'est très chaotique, c'est très tendu, et c'est d'une grande complexité. Et qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel, à notre niveau, nous, pour essayer déjà de rayonner bien pour soi, et à notre petit niveau, pour essayer de faire du bien et d'apporter de la bienveillance et de l'apaisement dans ce chaos qu'on traverse aujourd'hui. Et finalement, c'est ça, c'est un couple mixte. Pour moi, c'est comment ils rayonnent en fait de bienveillance, voilà, et en rayonnant de bienveillance et en montrant à leur entourage qu'ils ont réussi à trouver dans leurs différences, et ils en trouvent des richesses, et ils rayonnent à leur niveau, et c'est magnifique en fait, c'est ça. On va pas changer les choses en grand, on va juste... Allez, Hassan, je vous écoute. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, mais effectivement, le couple, il est bâti sur des individus, et sur la force qu'ils mettent dans leur couple. Après, vous avez le cercle familial, Anas en a parlé. Après, vous avez le cercle des amis. Puis après, vous avez le cercle plus large de la société. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que ces différents cercles, en fait, ils peuvent être soit des miroirs grossissants de cette richesse et de cette positivité dont vous parlez, et ça, c'est le cas le meilleur, soit ils sont le miroir grossissant de leurs difficultés. Et malheureusement, quand même, ce que l'on voit, c'est que c'est souvent des miroirs grossissants des difficultés. Donc en fait, le couple, au-delà d'être en capacité de gérer ces tensions, ces sujets, etc., ils ont tous les jours des stimulus, des retours, des machins. Et si ces retours sont des grossissements de leurs difficultés, ça ne va pas les aider. Ouais. Mais est-ce que vous pensez... Alors, je vais élever le débat dans une autre direction, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce couple, il s'est formé aussi pour traverser ça, et à titre individuel, d'avoir à visiter ses difficultés, parce que la personne doit grandir de cette difficulté? Bon, moi, je pense... moi, j'ai 57 ans. Pardon, excusez-moi, Hassan, mais pas des difficultés, mais en tout cas de rencontrer ces chemins un peu chaotiques, comme vous dites, le regard extérieur, la famille, la société, etc. Mais est-ce que le couple ne s'est pas finalement, je parle au niveau des âmes, rencontré pour cheminer dans ce type de couple-là, pour en grandir et pour en ressortir plus fort? Alors, finalement, tant mieux de rencontrer ces difficultés. On doit les rencontrer parce qu'on doit dépasser. Alors, très certainement, et c'est pour ça que je vous disais, quand on s'est rencontrés, moi, je suis admiratif de ces couples. Moi, personnellement, j'aurais pas pu faire face à ces difficultés. Mais effectivement, ces couples qui se forment, quelque part, ils se sont... Enfin, c'est des combattants, en fait. Ils se préparent à ça. Alors effectivement, heureusement que la société a évolué depuis 30 ou 40 ans, où il y a plus de porosité entre les cultures, les nationalités, plus d'ouverture quand même. Mais ça demande une énergie folle. Et moi, je suis admiratif de ces couples. Voilà. Et quand Farid, après vous allez prendre la parole, quand vous dites que vous n'auriez pas pu, finalement, est-ce que vous ne pouvez pas le savoir tant que vous ne l'avez pas vécu? Vous auriez pu peut-être... Je l'ai su, c'est-à-dire... il faut quand même faire une introspection de soi-même, des enjeux qu'on a dans la vie, de ses conditions matérielles, de sa famille, de son environnement professionnel. On veut dire, on a un paquet d'énergie fini. Et je savais qu'avec tout ce que je devais gérer, j'aurais pas suffisamment d'énergie pour ça. Voilà. Donc j'ai essayé d'être pragmatique. Peut-être j'avais tort, mais en tout cas, j'ai décidé que j'aurais pas ce niveau d'énergie. D'accord. Okay. Merci Hassan. Farid, vous vouliez rebondir? Alors moi, qui pensais ne pas du tout être concerné, donc j'accompagnais juste mes potes, j'aimerais apporter un peu de nuance. Moi, j'ai grandi de l'autre côté de la Méditerranée, contrairement à mes deux amis. D'accord. Donc,
l'autre côté sud de la Méditerranée. Et je pense que ça dépend des individualités et des familles. Là, j'ai mon neveu donc, qui vit en Tunisie et qui va se marier avec une Française. D'accord. Sauf qu'il l'a présenté donc, à sa famille il y a 2 ans. Mmh. Mais bon, après, ça dépend des familles. Hein. Bon, c'est des familles où l'alcool ne pose pas de problème, ou si voilà, c'est pas la première qu'il présente. Et donc, c'est vrai que c'est un peu contre-exemple. Il vit en Tunisie et il va se marier. Et la Française, donc sa future femme, elle va vivre en Tunisie. D'accord. Donc elle adore cette culture, etc. Mais après, c'est des individualités, c'est des familles voilà, qui ne sont pas très conservatrices, où la religion n'a pas une importance qu'elle aurait eue dans d'autres familles. Bon, pour l'instant, ça se passe très bien. D'accord. Elle est presque tunisienne maintenant. Elle n'a plus envie de revenir en France. Mais bon, il n'y a pas cet aspect culturel, mais il y a l'aspect culturel. Oui. Voilà. D'accord. Et elle embrasse la culture tunisienne. Et, tout à fait, mais elle n'est pas musulmane. Ouais. D'ailleurs, mon neveu, je ne sais même pas s'il est musulman, mais voilà. Donc, ce n'est pas un sujet qui est à la surface. D'accord, ok. Oui, non, mais de toute façon, ce que dit parce que c'est quelqu'un qui est à quel niveau social en Tunisie quelqu'un qui est plutôt de la bourgeoisie tunisienne. Oui, souvent, oui, tout à fait. Donc, souvent, il y a ce lien, si vous voulez aussi, de lien entre l'émancipation de population et leur statut social. Je fais des raccourcis, je fais des simplifications. Okay. Mais allez-y, parce que allez-y. Et en fait, c'est pour ça que je connais bien la culture tunisienne aussi, donc je vois bien tout à fait... Universitaire, oui. Voilà. En fait, il y a ce lien entre l'émancipation, la classe sociale, et effectivement, peut-être cette ouverture de base. Alors, c'est-à-dire que plus on s'élève dans les classes sociales, plus on a moins ce rapport effectivement au conservatisme parfois. D'accord. Parfois, c'est pas vrai. J'en fais pas une généralité. Okay. Mais disons que c'est plus vrai. Et donc du coup, on voyage plus, on est plus ouvert, on a plus d'argent. Et en fait, c'est même, je dirais, tendance de s'ouvrir au monde. Voilà. Et ce qui est un rapport différent à d'autres parties de la population. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ce que tu dis, c'est vrai, parce que en fait, après, c'est pour ça qu'il y a cette nuance. En fait, vous allez avoir c'est pour ça que je dis 1001 situations qu'on peut dépeindre dans le détail et la décortiquer. Chacun, c'est ça qui est important. Oui. C'est que, et c'est pour ça que la société met une pression. Oui. En disant, vous devez éduquer vos enfants de telle manière. On le voit à l'école, on le voit dans la société du quotidien, on le voit dans les réseaux sociaux, on le voit dans le cinéma, on le voit de partout, en fait, cette façon de façonner notre façon de vivre. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pourquoi il y a cette tension dans la société en France ? Parce qu'en fait, on nous dit, c'est comme ça, c'est ça être français. Et donc, du coup, ça va jusqu'au couple. Oui. Absolument. Sauf que ce qu'on n'a pas compris, ou on feint de ne pas comprendre, ou on ne veut pas comprendre parce qu'on le voit comme une menace, et on le brandit d'ailleurs comme une menace, certains parlent du grand remplacement, c'est que en fait, on ne veut pas accepter qu'il y a cette diversité qui existe, mais des couples mixtes qui sont franco-maghrébins, mais d'autres cultures par ailleurs. Hein. Tout à fait. Moi, par exemple, alors je voyage moins que Assad, mais par contre, je suis allé aux États-Unis. Je pensais vraiment que les Américains avaient une culture similaire à la nôtre. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, on était vraiment culturellement français, culturellement différents entre les Français et les Américains. Par exemple, vous allez à New York, vous voyez pas beaucoup de personnes se fricoter dans les rues, par exemple. Ce que vous voyez beaucoup plus en Europe. Pour moi, c'était ce que j'avais vécu à travers le cinéma américain, c'était tout l'opposé. Oui. Entre ce qu'ils montrent au cinéma et la réalité de leur fonctionnement. Voilà, c'est des traits culturels. Ouais. Et en fait, ils sont beaucoup plus conservateurs que ce qu'on imagine. Oui, tout à fait. Ça ressort souvent. La religion est beaucoup plus présente dans les pays anglo-saxons et même dans certains pays d'Europe qu'en France. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis que ici en France, on n'a pas encore... on dit qu'on veut vivre dans une république effectivement qui est unie, où les personnes vivent avec... embrassent la culture française. En fait, tout le monde a embrassé la culture française, même dans le couple. Hein, mais même ceux qui sont d'obédience qui ont une religion, quelle qu'elle soit, sont français, en fait. Sauf qu'ils ont certains aspects qui orientent la façon dont... et c'est minime par rapport à ce que représente le quotidien. Oui.
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Et c'est cet espace-là, en fait, c'est minime. Oui. Mais ça prend une place majeure. Mais c'est ça. Oui, je vous suis tout à fait. C'est un point d'achoppement pas très, très important, mais qui vient dans le couple prendre des proportions. Et parfois, c'est proportions. Pas c'est le couple, mais parfois, ça ne vient même pas du couple. Ça vient de l'extérieur. Ça vient de la famille, ça vient des amis, ça vient de les gens qui, à un moment donné, vous renvoient une image. Du couple, mais comment tu peux laisser ton enfant faire comme ça? J'ai des exemples de je comprends pas en fait, mais comment tes enfants vivent leur relation amoureuse à l'adolescence, par exemple. Voilà, je prends un exemple. Oui, tout à fait. Mais comment ça se fait qu'ils sont vous voyez, ça crée des discussions où en fait on dénigre l'éducation de l'autre. Oui, tout à fait. Au lieu de l'accepter. Mais finalement, et c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que finalement, je crois que ça se retrouve... on n'est plus finalement sur des couples mixtes, on est finalement sur des couples... c'est la normalité du couple, en fait, d'être confronté, parce qu'on vient de milieux ou de cultures, ou déjà de familles. On est tous de familles différentes, a priori. Donc on n'a pas les mêmes histoires familiales, on n'a pas le même transgénérationnel. Donc on arrive avec son bagage, et il y a deux personnes avec deux bagages différents, quand bien même ils sont de la même religion, du même pays, tout ça, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure ou pas, machin. Mais... c'est l'histoire du couple, c'est l'aventure du couple, c'est de dire à un moment donné, est-ce qu'on se tire vers le haut, est-ce qu'on essaye de vivre et d'incarner des valeurs de bienveillance, de respect mutuel, d'acceptation de la différence, etc. Finalement, c'est l'histoire du couple. Alors là, on a essayé de pointer du doigt le couple mixte avec la religion, la culture de pays différents, mais finalement, c'est l'aventure de tout couple. C'est de composer avec des histoires différentes, des passés différents, des familles. Je pense que effectivement, le débat, il dépasse souvent. On s'arrête à ça. Oui. Je pense que les parents doivent inventer. On invente en fait tous les jours. Mais c'est ça. Le quotidien et le futur. Oui, tout à fait. Et que au-delà de ces différences qu'on essaye de nous pointer, en fait, on est confrontés tous. Moi, je vois les parents, c'est les mêmes questions pour notre quotidien et pour notre couple, tout à fait. Comme pour les enfants. C'est comment dire, le rapport aux écrans pour les enfants. C'est le rapport à la violence entre les enfants, à l'alcool, à la drogue. Je veux dire, tout le monde se pose les mêmes questions. Oui, tout à fait. Après que chacun ait plus ou moins de largesse sur certaines questions, c'est devenu pour moi anecdotique, si vous voulez. C'est pas un sujet. On essaye d'en faire un sujet, mais c'est pas un sujet. Et vous avez raison, je pense, c'est que en fait, c'est devenu une norme, une normalité d'avoir tous ces couples différents qui construisent au quotidien ce qu'est les couples en France. C'est ça. Et moi, je suis très ouvert. Enfin, moi, au contraire, je veux dire, je fréquente des couples différents, des couples homosexuels, que je connais, des personnes très sympathiques avec qui on vit au quotidien, des gens qui sont de cultures différentes, des gens qui sont de cultures différentes, qui sont absolument pas dans le religieux. Et en fait, est-ce que vous l'acceptez comme une donnée et en fait on fait avec ça et on construit la France avec ça, et que chacun se respecte. Et je te pointe pas du doigt, et tu me pointes pas du doigt. Tout à fait. Et tu m'expliques pas comment je dois vivre, et je t'explique pas comment tu dois vivre. Tout à fait. Et c'est là où le couple il doit être fort, et c'est là où c'est pas facile tous les jours quand même, faut le dire. Mais on est bien d'accord. Mais c'est là où en fait, pour moi, c'est vraiment, on rayonne à notre petite échelle en fait. On rayonne à notre niveau à nous. C'est-à-dire déjà comment moi j'apprends à être bienveillante et respectueuse vis-à-vis de moi-même et de mes valeurs. Et ensuite, quand j'entre dans un couple, comment effectivement par rapport aux valeurs qui me sont chères, comment, avec la personne que je rencontre et ses propres valeurs qui lui sont chères, sa vision de la vie, sa vision du couple, comment on arrive à composer en fait. Et puis, essayons de ne pas voir trop large, on ne va pas changer le monde, on ne va pas révolutionner le monde, mais si à notre niveau déjà, nous on arrive pour soi-même, et dans le couple, et avec les enfants, on arrive avec la famille nucléaire, on arrive à être dans quelque chose qui est lumineux, qui est apaisé, qui est pacifiant, et qu'on rayonne de ça, déjà, on a semé quelque chose de beau dans le monde. Voilà, et l'enjeu est là. Et c'est pour ça que cette émission, elle s'appelle 50 nuances d'amour, parce que chacun s'invente, chacun invente son couple, chacun invente sa manière d'être en relation avec l'autre, au-delà des dogmes, au-delà des
des codes qui ont été préétablis, qui nous sont vendus et survendus effectivement par la télé, par les magazines, par les politiques, qui voudraient nous normaliser, faire qu'on fonctionne tous de la même manière, mais on est tous différents. Et essayons à notre petite échelle de montrer qu'avec nos différences, on arrive à créer quelque chose de beau et de respectueux, etc. Mais ouais, ok. Hassan, Farid, vous voulez rebondir peut-être ? Non, je pense que le titre de ton émission, oui. on peut se permettre de se tutoyer, bien porte sûr. bien son nom. D'accord. Donc c'est des nuances. Ouais. Voilà. Il n'y a pas une couleur, c'est des nuances. Non, tout à fait. Oui, et puis je pense qu'effectivement, je sais pas, Hassan, si tu veux peut-être rajouter quelque chose. Non, je suis entièrement d'accord avec ta conclusion. Hein. Tout est question de rayonnement. Et en fait, dans une société où pas grand monde rayonne, c'est toute la société qui dépérit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à chaque niveau, au niveau individuel, au niveau du couple, de la famille, pour rayonner Et oui, je pense que c'est un message d'espoir et il faut le construire ensemble, tout à fait. C'est ça. Parce que tout le monde peut rayonner. Le rayonnement n'est pas une norme. Le rayonnement, ça ne se décrète pas. C'est une envie, c'est une passion. Donc effectivement, il faut du rayonnement dans notre société. Et je pense qu'on a tous les actifs pour le faire, mais voilà, il faut... Moi, je pense qu'il faut... Alors, on va y aller sur quelque chose de très personnel. Je pense qu'il faut éteindre un petit peu les écrans de télé. Il faut un peu se déconnecter. Il faut se reconnecter à quelque chose il faut se reconnecter à la nature. Il faut se reconnecter, voilà. C'est à la vraie vie. Voilà, c'est un état d'esprit. Il faut essayer de sortir au maximum du béton dans lequel on est enfermé. Il faut aller voilà. Mais c'est des choses très simples. Mais on est pris dans un fonctionnement. On est pris dans un étau où on nous vend une normalité qui n'est absolument plus la normalité de l'être humain. Et en fait, c'est à titre individuel, aller se reconnecter à ces choses très simples, très basiques, la nature, manger des choses saines. Enfin, c'est des choses très simples, mais on les fait à titre individuel. Et à titre individuel, après, ça infuse. C'est un combat de tous les jours. On parlait des écrans. Hier soir, on était en tension, justement, à cause des écrans, parce que les enfants, ils sont... Pourtant, on vit à la campagne, on est connecté à la nature, on adore la nature, mais on est confronté au même problème que beaucoup de parents. La puissance des écrans... des jeux, et pour autant, parce que moi j'ai pas de problème avec les écrans en tant que tels, sauf que en fait c'est une force sur laquelle vous luttez et qui pose des tensions justement dans les couples et qui dépasse, vous voyez là typiquement le cadre stricto sensu culturel ou que sais-je. En fait on est dans la problématique de tous les parents, de toutes, quelle que soit l'origine, vous questionnez n'importe quel parent de n'importe quel niveau social, ils sont confrontés tous aux mêmes difficultés. Et c'est plutôt là-dessus, je pense qu'on devrait se concentrer. C'est ça. Parce que moi, par exemple, là, l'État a des choses à faire. C'est à eux, c'est leur responsabilité. Parce que, par exemple, aujourd'hui, typiquement, alors on dérive un peu, mais parce que ça infuse, en fait, sur la vie de couple, mais alors, qui peut s'user avec le temps. Anas, moi, je vous coupe là, et je pense qu'on en demande trop à l'État. Et je pense que sur ce sujet-là... Non, mais dans le sens où... oui et non, je veux dire pourquoi. Parce que, par exemple, quand vous mettez les réseaux sociaux en place, on vient du monde des nouvelles technologies, on voit un peu le sujet, ils ont une puissance telle que vous ne pouvez pas lutter contre le sujet. Oui, mais sauf que l'État, il a sa volonté propre. Si on en est là... Après, on va arrêter là. Mais si on en est là aujourd'hui, c'est que l'État souhaite qu'on en soit là. C'est mon regard à moi. Donc, à un moment donné, c'est comment, à titre individuel, et moi, c'est vraiment aujourd'hui ma posture, c'est comment, à titre individuel, on s'échappe de cette ambiance dans laquelle on baigne aujourd'hui, avec les écrans, avec les réseaux sociaux, avec l'état d'esprit un petit peu où on essaye de nous diviser, etc. Et comment vraiment, moi, je prône l'individuel, individuellement, trouver sa lumière, se recentrer, aller vers quelque chose qui est de l'ordre de retrouver son humanité, se connecter à la nature, etc., se connecter à l'autre dans des choses très simples, des jeux de société, partir en montagne, évoluer ensemble, pique-niquer, enfin voilà. Et moi, je dirais aux gens, prenez votre responsabilité. N'attendez pas trop de l'État, ils ont leur volonté propre, ils font ce qu'ils veulent, ils essayent d'emmener le monde où ils ont envie de l'emmener, ils ont leurs enjeux. À titre individuel, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous se retrouver voilà, c'est mon point de vue.
Ce sera le mot de la fin. Oh, ce sera le mot de la fin. Ça vous va si on en reste là, Anas, Très bien. Hassan et Farid? Merci beaucoup. Merci. Un énorme merci de vous être prêté Infiniment. au jeu. Merci d'être resté sur l'entièreté de l'émission, finalement. On aurait pu creuser, on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais on ne peut pas parce qu'on n'a qu'une heure. Mais c'était juste magnifique et merci de cet échange très riche et très nourrissant. Merci. Les auditeurs, j'espère que cet échange vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Je crois qu'on aura un échange sur le polyamour. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, notamment chez les jeunes, ça se retrouve beaucoup, des personnes qui décident de vivre à plusieurs dans un même couple et de dire qu'on peut être amoureux de plusieurs personnes à la fois. Voilà, donc on ira évoquer ce sujet-là la semaine prochaine avec une jeune femme. D'ici là, prenez bien soin de vous, passez une belle semaine et bonne soirée.